Bonjour à tous, je suis Oreste Driagan, bienvenue dans Nepenthes. Et si on parlait d'Éric Zemmour aujourd'hui ? Non, les journalistes font ça très bien sans moi. Aujourd'hui, on va parler d'une autre figure d'extrême droite, tellement extrême en fait, qu'elle ferait passer Zemmour pour un gauchiste. Et pourtant, la figure en question est l'un des inspirateurs de Zemmour. Il s'agit de Jean Raspail. Raspail est de la droite la plus extrême imaginable. Il coche toutes les cases au bingo de la dinguerie. Catholique traditionnaliste, royaliste, ethno-nationaliste, raciste idéologique, partisan implicite de l'idée qu'il n'existe pas de distinction entre race et civilisation, il est aussi le véritable créateur de la théorie du grand remplacement. Et oui, car dans son livre de 1973, Le Camp des Saints, livre qui met en scène l'invasion migratoire de la France, on retrouve tous les éléments de cette théorie du complot, parce que c'en est une. C'est donc de ce livre qu'on va parler aujourd'hui et en laborieux détail. Mais d'abord, pourquoi en parler ? En ce moment, Zemmour est partout. Il sort un livre, on l'invite sur les plateaux, on le met face à des contradicteurs, souvent médiocres, ce serait pas marrant sinon, et Jean-Luc Mélenchon lui fait la grâce d'un débat télévisé. Bref, il fait son cinéma, rien d'anormal j'ai envie de dire, on commence à avoir l'habitude. Alors moi, il y a un truc en particulier qui m'a fait tiquer, enfin... tiquer encore plus que le reste. Il s'agit d'un extrait du dernier bouquin de Zemmour, paru dans le Figaro, où Zemmour raconte un entretien qu'il aurait eu avec Macron. Je cite. « Pendant plus de 45 minutes, les deux hommes vont échanger sur les racailles, la République, les banlieues et l'islam. Je lui dis, c'est Zemmour qui parle, qu'il y a toujours des individus bons ou méchants. Peu importe, mais je crois aux inconscients collectifs qui nous dirigent. Et l'inconscient collectif de ces populations musulmanes est de coloniser l'ancien colonisateur, de dominer l'infidèle au nom d'Allah. » À ces mots, selon l'auteur, Emmanuel Macron lui aurait concédé avoir raison sur ce point. Mais que, s'il parle comme moi, on va à la guerre civile. Je lui dis, c'est Zemmour à nouveau, qu'on va de toute façon à la guerre civile, si on continue la politique qu'il suit. Alors la guerre civile, c'est devenu une notion assez classique à l'extrême droite. C'est l'idée que l'immigration nous pousse à une sorte de séparatisme racial et que soit on mène une politique courageuse, c'est-à-dire raciste, soit on aura la guerre civile. Pas le choix, c'est le dilemme. Alors pourquoi ça ? Eh bien, comme le dit Zemmour dans l'extrait, les immigrés en fait ne viennent pas en Occident et en France pour avoir une vie meilleure. Non, ils viennent en France pour la coloniser. Of course ! Justement, cette idée d'une colonisation en quelque sorte pacifique, par l'immigration, par la démographie, c'est un des thèmes centraux du bouquin de Raspail. Nous, on a même le droit à la version sympa de la colonisation. Même dans le génocide, on a droit à nos privilèges. Comme la ressemblance entre ce que raconte Zemmour et le bouquin est frappante, aussi parce que j'aime bien souffrir, je me suis replongé dans le bousin, et y a pas à dire, on y trouve tous les arguments d'extrême droite classique en ce qui concerne l'immigration. L'idée d'une subversion migratoire, la volonté du tiers-monde d'envahir l'Occident par vengeance, l'idée que les élites laissent mourir la France soit par humanisme, soit par traîtrise pure, et on a aussi tout un tas de clichés racistes incontournables, j'ai nommé le bruit et l'odeur. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Et l'immigré est un violeur en puissance. Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Je me suis posé une question simple. Est-ce que Zemmour connaît le camp des saints ? Est-ce qu'il a puisé dans ce livre une partie de sa rhétorique ? J'ai donc utilisé mes talents d'investigation de pointe. J'ai tapé Zemmour, camp des saints dans Google, et évidemment ça n'a pas loupé. Voyons ce qu'en dit Zemmour, ici en 2015, au moment de la crise des réfugiés en Méditerranée. On évoque l'odyssée de migrants vers l'Europe comme si nous étions l'Amérique du 19e siècle et dans le rôle des Indiens, nous, Français, Italiens, Allemands, Suédois. Il y a plus de 40 ans, un livre de Jean Raspail, Le Camp des Saints, avait décrit minutieusement cette situation. Pas seulement l'arrivée massive de miséreux dans des rafios branlants accostant les côtes françaises, mais aussi, mais surtout, la paralysie des autochtones et en particulier de leurs élites politiques ou médiatiques, tétanisées par la compassion et la culpabilité, incapables de résister à cette invasion de la misère.
la nature et Mitlar. Minutieusement qu'il dit, hein. On va voir après. En tout cas, Zemmour n'est pas le seul à apprécier et citer ce livre. Même l'extrême droite, qui se veut plus propre sur elle, plus modérée, dédiabolisée comme on dit, nous invite à lire Le Camp des Saints. Ici, c'est la si respectable Marine Le Pen. Là, c'est Steve Bannon, l'ancien directeur de campagne de Trump en 2016 et proche du Rassemblement national. Vous l'aurez sans doute compris, mais si je pense qu'il est important de parler de ce livre, c'est parce qu'il est à la fois l'une des sources d'inspiration de l'extrême droite française, mais aussi un condensé sous forme romanesque de la vision du monde de ces gens-là. Moi, ce que je vous propose donc dans la série de vidéos qui va suivre, dont celle-ci est la première, c'est de passer en revue de façon exhaustive le contenu du Camp des Saints. Malgré tout, soyez prévenus, on est sur du très haut niveau de racisme. Même moi qui ai une bonne résistance au malaise et à la saloperie de ce genre, j'ai eu du mal à le terminer. Donc je pense qu'âme sensible s'abstenir. Allez, pour commencer, je vais vous résumer en 2-3 phrases que contient le livre, et libre à vous de continuer après. Le Camp des Saints, c'est un roman dystopique qui raconte comment une flotte de 800 000 Indiens désarmés et miséreux débarque sur les côtes françaises pour envahir pacifiquement le paradis occidental. C'est l'histoire de comment les élites françaises refusent de faire quoi que ce soit par trahison, soit par humanisme, et comment de courageux défenseurs de l'Occident passent au terrorisme. Rien que le titre, Le Camp des Saints, avec sa formule un peu énigmatique, résume déjà un peu tout ça. C'est en fait une expression tirée de la Bible et plus précisément de l'Apocalypse, ni plus ni moins. Le temps des 1000 ans s'achève. Voilà que sortent les nations qui sont aux 4 coins de la terre et qui égalent en nombre le sable de la mer. Elles partiront en expédition sur la surface de la terre, elles investiront le camp des saints et la ville bien-aimée. Comme c'est lugubre. Si vous avez bien suivi, donc, le camp des saints c'est l'Occident et les nations qui l'envahissent c'est le tiers-monde. Nous sommes le bien, ils sont le mal, c'est aussi simple que ça. Bon, eh bien, allons voir dans le détail ce que contient le bouquin, les idées et la rhétorique qui s'y développent. Si vous êtes prêts à me suivre, prenez quand même un petit machin pour la nausée et allons-y, sautons à pieds joints dans ce torrent de merde. Ah oui, parce que c'est aussi un bouquin très scato. Cato et scato. Imaginez, vous êtes en Provence, au bord de la mer, il fait beau, le sable est chaud, vous êtes au pied d'un massif montagneux, dans une belle villa méditerranéenne. Imaginez l'odeur des pins, l'odeur salée de la mer, les cris des mouettes, le bruit des vagues qui s'écrasent sur le rivage. Mais voilà, les vagues sont pleines de cadavres. Et sur la plage, 800 000 migrants attendent, fraîchement débarqués de paquebots échoués sur le rivage. Voilà comment commence notre histoire. Nous sommes du point de vue d'un professeur de lettres à la retraite, un type du nom de Calguès. Calguès, c'est quelqu'un de lucide. C'est du code pour « il est super raciste ». Il observe la flotte de migrants à la longue vue depuis chez lui. Sa belle villa familiale ancestrale avec sa porte en bois du XVIIe siècle. C'est important de rappeler qu'il s'inscrit dans une tradition pluricentenaire incarnée par une porte. D'ailleurs, Calguès, normalement, il laisse sa porte ouverte. Mais là, il se dit qu'il aurait peut-être dû la verrouiller. Vous l'avez, c'est subtil. On va donc avoir une description de la flotte du point de vue de Calguès. Première caractérisation, la première chose par laquelle est définie la flotte de migrants, quand elle est arrivée, ça sentait les latrines. Vous allez voir que le thème de la puanteur des noms blancs est une obsession dans le bouquin. Ici, les migrants ne sont pas une seule fois décrits comme des êtres humains. Ils sont définis comme une masse informe, une multitude innombrable d'envahisseurs. Un anti-monde, l'incroyable invasion grouillait. Les vivants piétinent les morts pour prendre place sur la plage. C'est l'ennemi, la horde, le tiers-monde en marche. Inversement, pour les migrants, la France c'est le paradis, c'est l'Eldorado, le monde de l'abondance. Ils voient tellement la France comme un paradis qu'ils ont gardé à bord les cadavres de ceux qui sont morts au cours du voyage pour les jeter sur les côtes françaises afin qu'ils puissent eux aussi toucher le paradis. Oui, il y a tout un tas de dingueries mystiques comme ça aussi. Et puis les morts en question sont incinérés par l'armée française positionnée pas loin et qui fait des bûchers sur la plage. On a droit au passage à un commentaire d'une subtilité incroyable. Les Occidentaux enterrent leurs morts, ils sont civilisés. Les Orientaux les brûlent, ce sont des barbares.
Moi perso, j'ai visité de magnifiques crématoriums bouddhistes en Chine. On a aussi un très beau crématorium au Père-Lachaise. Je vois absolument pas du tout ce que l'incinération a de barbare. Mais j'imagine qu'il faut bien inventer tout et n'importe quoi pour justifier son sentiment de supériorité. Comme Calguès regarde la plage, il voit un soldat s'enfuir dégoûté devant le bûcher funéraire. Moi j'aurais envie de dire normal, mais pour Raspail, non, pas normal. Il dit que c'est être victime d'une dégénérescence de la pitié. Au passage, à ce niveau de l'histoire, on ne sait que d'une seule façon que les migrants sont indiens, parce qu'il est écrit « Ils tendaient des bras décharnés de Gandhi ». Bref, ils sont déshumanisés au point qu'on leur refuse une culture, ils sont juste une masse informe, sans individualité. De toute façon, Raspail, il s'en fout. Le vrai amour, la vraie compassion, c'est pour les siens, pas pour les autres. Et il écrit qu'il faut que l'amour triomphe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'aimer les siens, c'est détester les autres. Là, notre prof est interrompu dans son observation par un jeune homme qu'on va appeler le gauchiste. Je l'appelle comme ça parce qu'il est caractérisé d'une façon très charmante, et je pense que c'est à peu près comme ça que les gens comme Raspail se représentent les gens de gauche. Depuis le petit escalier donnant sur la ruelle, le jeune homme était arrivé sans bruit sur la terrasse. En jeans et baskets délavées, les cheveux longs, blonds et sales, l'aspect général négligé, le regard trahissant l'avachissement de l'âme, il représentait assez bien ces marginaux parasites que l'Europe a sécrétés par centaines de milliers et qui forment déjà en son sein, comme un cancer, une sorte de tiers-monde volontaire. Ce deuxième personnage, c'est l'occasion d'introduire le second thème du livre, les félons. Les félons, il y en a de deux sortes, les humanistes et les traîtres. Les humanistes, ce sont les gens qui ont de grandes valeurs, qui font preuve d'humanité à l'égard des migrants, sans égard pour les conséquences de leurs actes, ce qui, dans le contexte du livre, est l'envahissement de l'Occident. La seconde sorte de félons, ce sont ceux qui se servent des migrants, littéralement pour détruire l'Occident. On sait pas trop pourquoi ils font ça, ils aiment juste pas l'Occident et puis c'est tout. Un peu comme dans le mythe de l'islamo-gauchiste ou du judéo-bolchevique, le gauchiste qui se ligue avec les ennemis de l'Occident pour le détruire. N'oubliez pas, le grand remplacement est une théorie du complot, il faut donc des comploteurs avec des intentions carrément maléfiques. Ça peut être les juifs, ça peut être les mondialistes, ça peut être les traîtres. Chez Raspail, c'est à la fois les traîtres et Satan lui-même, rien de moins. Mais avant tout, ce sont les traîtres de race, les blancs traîtres à la race blanche. Notre gauchiste, il est de cette catégorie-là. Il dit de but en blanc à Calguès qu'il est là même pas par compassion et humanité envers les migrants, mais parce qu'il déteste l'Occident et qu'il est super heureux que les migrants débarquent pour détruire la France. Et il est super enthousiaste parce que c'est bien connu, les gauchistes sont de grands malades qui veulent voir le monde brûler. Le gauchiste raconte que comme la plupart des gens de la région, sa famille s'est enfuie, terrorisée, notamment ses deux sœurs qui craignaient particulièrement de se faire violer. Allez, on y est. Les migrants sont des violeurs. Le gauchiste, lui, il se marre, parce qu'il pense que les migrants vont quand même rattraper sa famille pour les violer et les tuer. Ouais, c'est un grand malade. D'ailleurs, son père lui crache dessus et il crache sur son père en retour, et la petite famille se sépare comme ça. C'est beau, c'est sain, c'est du Raspail. Là, le vieux Calguès va chercher son fusil. Et puis, il a un bon mot. Il dit qu'il n'aime pas la violence, qu'il aurait fait un très mauvais soldat. Par contre, il aurait joyeusement participé à toutes les guerres interethniques de l'univers, du côté des Blancs, bien sûr. J'aurais probablement fait un bien mauvais soldat. Toutefois, avec Actius, je crois que j'aurais joyeusement tué Duhain. Et avec Charles Martel, l'ardent de la chair arabe, cela m'aurait rendu fort enthousiaste, tout autant qu'avec Godefroy de Bouillon et Baudouin le lépreux. Sous les murs de Byzance, mort aux côtés de Constantin Dragazès, par Dieu, que de Turcs j'aurais massacrés avant d'y passer à mon tour. Heureusement que les hommes qui ignorent le doute ne meurent pas si facilement. Aussitôt ressuscité, me voilà taillant du Slavon en compagnie des Teutoniques. Je porte la croix rouge sur mon manteau blanc, et je quitte Rhodes, l'épée sanglante au poing, avec la petite troupe exemplaire de Villiers de l'Isle-Adam. Marin de Don Juan d'Autriche, je me venge à l'épante. Belle boucherie. Au passage, on a droit à une petite référence à Charles Martel, la référence préférée des identitaires. Au cas où vous auriez pas compris ce que bave le vieux Calguès, il énumère des batailles où des blancs de l'Antiquité à la période moderne se sont battus contre des non-blancs, voire des blancs aussi, s'ils sont pas catholiques, c'est pareil, ils peuvent y passer. Détail que je trouve amusant, la bataille de Lépante est citée, c'est une bataille qui oppose l'Empire ottoman à la Sainte Ligue, une ligue d'États européens, une ligue dont la France ne fait pas partie, et pour cause, à cette époque, la France est justement alliée à l'Empire ottoman.
Un peu comme si l'histoire était un poil plus compliqué qu'une simple guerre religieuse ou raciale. Peut-être que vous vous demandez à quoi rime toute cette tirade. Eh bien, c'est simple. Pour Raspail et toute une partie de l'extrême droite, l'histoire du monde est une succession de combats dans une lutte à mort entre races. Bien sûr, ils vont pas dire race, ils disent civilisation judéo-chrétienne, ça leur donne un petit air intellectuel. Mais la différence est en réalité quasi inexistante, et en tout cas chez Raspail, elle n'existe pas du tout. Pour les gens comme Raspail, l'immigration est en fait la forme la plus récente de guerre que nous livre le reste du monde à nous, l'Occident. Aussi, même si pour la plupart des gens normaux, l'extrême droite est perçue pour ce qu'elle est, raciste, eux se perçoivent comme la dernière génération de courageux guerriers luttant héroïquement pour la survie et le triomphe de la civilisation occidentale. Comme leurs ancêtres avant eux, les identitaires pensent se battre contre les musulmans, les arabes ou les turcs envahisseurs. Dans leur vision de ce qu'est la civilisation occidentale, un musulman et même un non-blanc ne peut fondamentalement jamais être vraiment français. Vous vous dites que j'exagère ? Attendez la suite, vous allez pas être déçus. Allez, parenthèse terminée, reprenons l'histoire. Donc sitôt fini sa tirade, le vieux prof dégaine son fusil et dégomme le gauchiste. Ça ne sert à rien, c'est complètement gratuit. Pourquoi il fait ça ? Eh ben, foutu pour foutu, autant partir dans un feu d'artifice en tuant un traître, non ? Moi je sais pas pour vous, mais je trouve que ça ressemble quand même un peu à de l'appel au terrorisme. En tout cas, Calgues qui vient de faire, ça lui coupe pas l'appétit, au contraire. On a une scène ensuite qui a l'air complètement inutile en apparence, mais où Calgues se met à bouffer et boire du vin, façon apéro saucisson pinard. Parce que c'est ça être un vrai Français. Ça peut paraître anodin, mais l'ethnocentrisme alimentaire, l'idée qu'il existe une tradition culinaire immuable à laquelle il faut absolument participer pour être un vrai Français, ça aussi c'est un classique. Ce faisant, Raspail nous fait part d'une autre réflexion de son cru. Les Occidentaux sont dignes parce qu'ils mangent avec des couverts, et les Orientaux sont des barbares parce qu'ils mangent avec les doigts. Pour Raspail, c'est super important de bien manger. Les Occidentaux, il faut qu'ils mangent bien. D'ailleurs, il faut qu'ils mangent bien, même si le reste du monde crève de faim. Il faut qu'ils s'en foutent et qu'ils mangent bien, même si le reste du monde crève de faim. Les migrants arrivent parce qu'ils crèvent de faim, mais les Occidentaux doivent s'en foutre. Est-ce que ce serait pas un petit peu contradictoire ? Bon, je l'ai déjà signalé tout à l'heure, il y a beaucoup de commentaires religieux dans le texte, et moi, arrivé là, je me suis quand même posé la question, où est la charité chrétienne dans tout ça ? Ah, mais quel naïf je fais, il avait pensé à tout le Raspail. Je cite, « Charité débridée n'est-elle pas péché contre soi-même » Bon, trêve de Provence, on part un peu à New York voir les réactions là-bas. Et justement, New York est calme. Trop calme. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que les ghettos noirs et portoricains sont calmes. Normalement, les gens de couleur sont tous dehors en train de violer, voler, carjacker, tuer. Mais là, non. Les petites filles pourraient même aller dans Central Park avec des robes roses et des cerceaux. J'invente rien, c'est dans le texte. Parce que voyez-vous, les States sont un pays multiracial, donc c'est nécessairement un pays ultra-violent, encore un classique. Mais pas de la violence systémique et policière des blancs sur les noirs, la pauvreté disproportionnée des héritiers de l'esclavage et de l'apartheid. Non, non, non. Ce sont les noirs criminels, racistes, congénitaux qui tuent les blancs. C'est l'observation que fait Norman Haller, un sociologue d'État richissime, triple oxymore, depuis son appartement bunkerisé et derrière ses 12 gardes. Ce Norman Haller, c'est un lucide. Il sait que ça va finir comme ça depuis le début, parce que les blancs et les noirs ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent que s'entretuer. On voulait faire en sorte que les tensions raciales s'apaisent par le métissage, mais ça marche pas parce que les blancs et les noirs, ils se mélangent jamais vraiment, hein. C'est comme l'huile et l'eau, ils sont non miscibles. On trouve aussi dans le texte l'idée que les métis ne sont pas vraiment métis, ce sont juste des gens de couleur. Alors je sais pas, peut-être que les gènes blancs sont tellement faibles qu'ils n'impriment pas. Ça met quand même un coup à la prétendue supériorité de la race blanche, ça, non ? Mais alors, pourquoi c'est calme comme ça à New York ? Parce que tout le monde guette ce qui va se passer en France avec les migrants, surtout les gens de couleur, parce que c'est peut-être leur heure, peut-être l'heure est venue de génocider les blancs. Oui, les personnes de couleur occidentale n'attendent qu'une chose, massacrer les blancs à la première occasion. On a d'ailleurs à ce sujet une conversation lunaire entre Norman Haller et un autre Américain. Norman, tout dépend des Français, n'est-ce pas ? Croyez-vous que ces gens-là seront encore capables de tuer 1 million de pauvres types désarmés ? Je ne l'espère même pas.
Et les ghettos de New York ne le croient pas non plus. Ni ceux de Chicago, ni ceux de Los Angeles. Ils sont devenus moutons dans leur cage à fauves. Ils ne savent plus qu'écouter les nouvelles à la radio, ou bien chanter dans leurs églises folles et prier pour cette flotte de malheurs. Avez-vous déjà été emporté par un troupeau de moutons au galop, Norman ? Et le loup ne veut plus être loup, c'est bien ça ? Alors faites comme moi, Jack. Buvez un autre verre. Caressez longuement la peau blanche de votre épouse, comme quelque chose de très précieux, et attendez. Dans cette conversation, les moutons, c'est les gens de couleur qui attendent de pouvoir noyer dans le nombre et piétiner le loup blanc, qui ne veut plus se défendre parce qu'il est devenu trop gentil. Je rappelle que le bouquin a été écrit en 73 et qu'on est encore en pleine guerre du Vietnam. Maintenant qu'on a une bonne idée de ce que pense Raspail, il est temps de faire une nouvelle parenthèse pour aborder la lancinante question de la race et du racisme. Après tout, j'ai défini Raspail comme raciste, mais je n'ai pas vraiment défini ce que c'est. Alors qu'est-ce que la race ? L'idée de race, c'est l'idée qu'il existe des différences significatives entre des populations d'êtres humains, au point qu'on puisse observer des différences de comportement et d'intelligence entre différents groupes. J'imagine que la plupart des gens qui m'écoutent le savent, mais apparemment c'est aussi quelque chose qu'il faut inlassablement rappeler. Alors redisons-le, le consensus scientifique sur la question de la race est simple, ce n'est pas une réalité biologique. S'il existe des différences génétiques entre différentes populations d'êtres humains, ces différences sont dues à la géographie, à l'exposition au soleil notamment, mais n'affectent pas notre intelligence et notre comportement. Quelle que soit notre couleur de peau, ce que nous avons dans le crâne est similaire en dehors des différences individuelles et culturelles. Cela signifie que la race n'est tout simplement pas une réalité objective. C'est une idée. Pour autant, une chose qui n'existe pas peut continuer d'exister pourvu que nous croyons en elle, et c'est pourquoi on dit que la race est un construit social. La croyance que nous avons dans son existence produit des effets. Il existe toutes sortes de construits sociaux. La monnaie en est un, la culture aussi, le genre. Toutes ces choses se basent sur la réalité, mais elles sont notre interprétation subjective de ce que signifie la réalité. Et ces interprétations peuvent être utiles, elles peuvent avoir des défauts qu'il faut corriger. Elles peuvent aussi être inutiles et dangereuses. La race fait partie de cette dernière catégorie. C'est pourquoi nous devons abolir le concept de race de notre esprit pour qu'il disparaisse de la réalité subjective, de la culture. Maintenant, est-ce que ça signifie qu'il faut tout simplement arrêter de parler de race et tout ira bien dans le meilleur des mondes ? Pas vraiment, parce que nos idées, nos présupposés dépassent notre conscience et peuvent avoir influencé nos institutions et nos systèmes. Nous devons donc continuer de parler de la question de la race, quoique personnellement je pense qu'on devrait parler de pseudo-race. Nous devons le faire dans une logique antiraciste, dans le but non pas de faire survivre le concept, mais au contraire de nous assurer qu'il disparaisse bel et bien de nos imaginaires. Maintenant que j'ai dit tout ça, passons à la question du racisme. Le racisme, c'est la croyance, contre les faits donc, que la race existe en tant que réalité biologique. Des gens comme Zemmour voudraient nous faire croire, comme il l'a fait face à Mélenchon, que le racisme c'est strictement le fait de hiérarchiser les races, pas de croire en leur existence. C'est vrai qu'historiquement le racisme a avant tout pris cette forme. L'un des premiers fondateurs de l'idéologie raciste, Samuel Morton, collectait des crânes selon la couleur de peau de leurs propriétaires pour classer leur intelligence en fonction des caractéristiques crâniennes par exemple, et établir une hiérarchie des races. Mais ça c'est le racisme à l'ancienne. S'il a survécu dans notre imaginaire, ce racisme n'existe plus vraiment dans le discours, à part chez quelques clowns que ne prennent au sérieux que les imbéciles. Même si les racistes contemporains peuvent y croire, ils savent qu'ils ne peuvent pas trop le dire, parce qu'on a l'histoire derrière nous, pour évaluer ce qui arrive quand on prend ces idées-là au sérieux. La forme contemporaine du racisme est plutôt un différentialisme. Elle postule que les races existent bien, mais que ça ne veut pas dire qu'il existe une hiérarchie entre elles. Plutôt, toutes les races sont différentes, et leur différence fait qu'elles ne peuvent pas coexister dans un même groupe politique, culturel, national ou autre. Autrement dit, si nous voulons préserver nos civilisations et la diversité humaine, il nous faudrait des sociétés qui soient ségrégées, ou à la limite que les gens n'appartenant pas à la race d'origine, la race de souche, ne soient qu'une infime minorité. Raspail ne dit jamais autre chose. Il ne dit jamais clairement qu'il existe une hiérarchie raciale, même si on sent qu'il y croit un peu quand même. Mais il est très clair qu'il pense que des personnes de couleurs différentes ne peuvent pas coexister, et que par conséquent, la civilisation occidentale est fondamentalement blanche, et que les gens de couleur ne peuvent jamais réellement s'intégrer, sauf cas exceptionnel, on y reviendra.
C'est pour ça que je disais au début qu'il ne fait implicitement pas de distinction entre race et civilisation. Bien sûr, ce postulat repose sur la notion de race, donc sur quelque chose de faux. Dans la réalité, les cultures et les idées sont universelles, même si elles ne sont pas forcément universalistes. Universel, ça signifie qu'il fonctionne dans tout lieu et tout temps. Universaliste, ça veut dire qu'il a vocation à s'appliquer à tout le monde. Toute religion est universelle, mais seules quelques-unes se veulent universalistes, par exemple. En tout cas, ce que ça signifie, c'est que tout être humain, peu importe sa couleur de peau, est capable d'intégrer n'importe quelle culture, même si elle a été créée par d'autres êtres humains, d'une couleur de peau différente. Peut-il exister des différences entre groupes d'êtres humains au sein d'une même nation, par exemple ? Bien entendu, mais ces différences sont le produit de l'histoire, de la culture et des systèmes socio-économiques, pas de la génétique. Sur ce, la parenthèse est terminée, revenons à nos moutons. Nous nous rendons maintenant à Paris, dans une cave où vivent entassés des travailleurs noirs ultra précaires qui apprennent ce qui se passe dans le sud de la France. On a avec eux des blancs, ce sont des félons, qui veulent les entraîner à profiter de l'occasion pour sortir eux aussi piétiner le loup blanc. L'un d'eux demande aux personnes noires si les migrants indiens se mettent en marche, ils vont eux aussi sortir de leur trou à rats. Les noirs ne comprennent pas. Évidemment, ils sont trop bêtes. Je cite « Aucune de ces cervelles ne fonctionnait assez vite pour concevoir un enchaînement possible de faits. » Finalement, on leur explique avec des métaphores et ça, apparemment, ils comprennent. D'une façon générale, les non-blancs de Paris attendent de savoir si l'invasion migratoire est arrivée et s'ils vont pouvoir massacrer les blancs, en gros. À demi-mot, Raspail dit que l'Occident s'est servi de l'immigration pour remplir les basses fonctions que plus aucun blanc ne veut faire. Que les immigrés ne sont que ça, une armée de travailleurs, le lumpen prolétariat qui vit dans des caves en attendant l'heure de massacrer les blancs. Jamais ils ne seront français, c'est juste des esclaves qui attendent l'heure du génocide blanc. N'oubliez pas, l'extrême droite possède sa propre critique du capitalisme dont on a un aperçu ici et qui repose sur l'idée que l'intérêt des capitalistes les pousse à promouvoir l'immigration, ce qui est parfois vrai, mais qu'ils poussent donc à la destruction de notre civilisation pour leur intérêt. Raspail tient maintenant à nous parler des Arabes. Les Arabes sont plus malins et plus pervers, eux. Ils comprennent intuitivement ce qu'il se passe. On sent au passage les idées sous-jacentes de hiérarchie des races dans le texte. Les Noirs sont stupides, les Arabes sont un peu plus intelligents, mais ils sont fourbes. On a un passage qui indique que l'Arabe rêve de violer des femmes blanches, mais qui peut pas. Toujours ce cliché du violeur. En l'état actuel des choses, néanmoins, l'Arabe ne peut que rêver de violer des femmes blanches. Mais bientôt, il pourra le faire pour de vrai. Alors il est content. On a aussi droit à un autre cliché. Les Arabes ont tous littéralement des couteaux sur eux. Cliché qu'on appliquait aux Italiens avant, et puis par une sorte de transitivité des clichés racistes, c'est les Arabes maintenant. Bref, la situation est encore pire à Paris. Les gens de couleur s'apprêtent à sortir du bois, tandis qu'arrive la vague migratoire. Bon, on va probablement s'arrêter là pour aujourd'hui, non ? Ça fait pas mal déjà à digérer. Et pourtant, on n'est pas arrivé aux passages les plus délirants de racisme, je vous promets. Dans le prochain épisode, on revient dans le temps pour apprendre dans quelles circonstances ces migrants sont partis d'Inde pour rejoindre la France. Allez, à bientôt. Moi je vous laisse, je dois prendre mon épantesse.